Un des mythes les plus importants qui circulent au niveau du sommeil, c'est celui que tout le monde a besoin de 8 heures pour être productif au travail. Je dis que c'est un mythe parce que c'est faux de penser qu'on a besoin de 8 heures pour être productif au travail. En fait, il faut plutôt penser au sommeil comme étant un continuum. Le besoin naturel de sommeil peut varier de 5 heures à jusqu'à 10 heures de sommeil. Il y a des gens qu'on appelle des petits dormeurs et il y a des gens qu'on appelle des gros dormeurs. Des gros dormeurs pour être productifs au travail ou en fait, on pourrait dire pour fonctionner de façon optimale, vont avoir besoin de 9-10 heures de sommeil. Des petits dormeurs, des chanceux, vont avoir besoin de peut-être 4-5 heures de sommeil. Il faut faire attention, ce n'est pas des insomniaques, c'est vraiment des gens qui vont avoir besoin de pas beaucoup dormir. Donc 4-5 heures, 6 heures de sommeil, c'est suffisant, puis ils vont fonctionner de façon optimale. Le gros de la population, en moyenne, vont avoir besoin de 7, 8, 9 heures de sommeil. On dit que c'est la grande majorité des gens, mais ça va varier beaucoup de 5 à 10 heures de sommeil en général. L'important, pour bien fonctionner, c'est de combler son besoin naturel de sommeil. Un autre grand mythe, c'est de penser que ce qu'on va manger à l'heure du dîner va affecter notre façon de travailler dans l'après-midi ou en fait va souvent nous rendre plus somnolents. Donc, si je sors sur l'heure du dîner avec des collègues puis je mange un super gros repas, que je vais avoir de la difficulté parce que je vais être somnolent, donc de la difficulté à me concentrer au travail, c'est pas tout à fait vrai. Ce qu'on sait, c'est que notre corps fonctionne selon des rythmes biologiques et ces rythmes biologiques-là sont intimement liés au rythme de la vigilance, donc notre capacité de se concentrer. Et on sait qu'il y a une tendance naturelle dans l'après-midi, il y a une baisse naturelle de la vigilance. On dit que c'est la justification biologique naturelle de la sieste. Donc, il y a des pays qui ont compris ça. Hein? Par exemple, les Mexicains font tous la sieste. Il y a des pays en Espagne où des restaurants qui sont fermés en après-midi. Vraiment, au niveau biologique, il y a une baisse de vigilance. C'est naturel et peu importe ce qu'on va manger, on va tous ressentir cette baisse de concentration-là qui se produit environ entre 1 heure et 3 heures de l'après-midi, dépendamment de notre propre rythme biologique, comment il est notre période à nous comme rythme biologique. C'est sûr et certain que si on est quelqu'un qui est chroniquement en manque de sommeil, cette baisse de vigilance-là va nous affecter particulièrement plus sévèrement et que si on mange un gros repas, bien, ça va venir amplifier encore plus cette baisse de vigilance-là, puis on va avoir l'impression qu'on a comme un coup de barre dans l'après-midi. Quelqu'un qui comble son besoin naturel de sommeil, qui est en forme, qui fait de l'exercice physique, puis qui n'est pas en dette de sommeil, il pourrait prendre un super gros repas l'après-midi et il ne se sentirait pas du tout somnolent. Alors, le fait que certaines personnes ont plus de difficultés à s'endormir le soir ou vont se réveiller plus souvent la nuit, on va dire que c'est souvent chez certaines personnes qui ont une vulnérabilité à présenter des problèmes de sommeil. Donc ça, on va parler d'insomnie. C'est des caractéristiques qu'on retrouve chez des gens qui souffrent d'insomnie. Au même titre que quelqu'un va présenter des douleurs à l'estomac, des ulcères d'estomac, ou quelqu'un qui va, quand il est stressé, avoir des maux de tête. L'insomnie, on voit ça aussi comme souvent un facteur de stress chez quelqu'un. Quand il est stressé, bien, la façon dont il va gérer son stress, ça va être par des problèmes de sommeil. Donc, effectivement, quelqu'un peut avoir plus de misère à s'endormir parce qu'il rumine, parce qu'il est stressé à cause du bureau, ou il va se réveiller pendant la nuit, puis il a de la difficulté à se rendormir parce que, justement, il se met à penser au bureau, il se met à penser à des choses qui vont mal dans sa vie. Donc, il y a un facteur de vulnérabilité. Donc, on dit que ces gens-là, ils ont, au niveau génétique, une vulnérabilité à présenter des problèmes de sommeil. Maintenant, pourquoi ces problèmes-là deviennent chroniques? Ce qu'on sait, c'est que les gens qui vont avoir des difficultés de sommeil, il va se passer dans leur vie un facteur qui, à un moment donné, va déclencher ces problèmes-là. Ça peut être un événement très stressant, un deuil, peu importe, quelque chose qui se produit. Et pour essayer de compenser leurs problèmes de sommeil, ils vont établir des mauvaises habitudes. Bon, par exemple, aller se coucher plus tôt pour essayer de récupérer le sommeil, ils vont se mettre à faire des siestes. Le jour, vont se mettre à consommer plus de café, par exemple. Mais ils vont aussi développer des fausses croyances. Par exemple,
Si je dors pas mon 8 heures, je serai pas productif au travail. Si mon conjointe s'endort en 2 secondes, bien moi aussi, je devrais être capable de faire ça. Donc, toutes sortes de fausses croyances par rapport au sommeil qui les rend encore plus stressés du fait que, bien, il faut que je dorme. Il faut que je dorme, c'est important que je dorme. Donc, tout ça va venir entretenir ces problèmes-là. Quand on a des problèmes de sommeil, une des mauvaises habitudes qu'on peut avoir ou une des fausses croyances qu'on peut avoir, c'est de penser que si on va se coucher plus tôt, on peut emmagasiner du sommeil. Alors, on ne peut pas emmagasiner du sommeil, ça ne se fait pas. De récupérer du sommeil perdu, de penser que si on se couche tard à cause d'un party, puis qu'on se lève tôt le matin, puis là, on se dit, bon, bien, c'est pas grave, je vais me coucher plus tôt le lendemain pour aller le chercher, ce sommeil-là, ou le récupérer, c'est faux. Du sommeil perdu, c'est perdu à tout jamais. On ne peut pas emmagasiner du sommeil et on ne peut pas le récupérer. Donc ça, c'est faux. Et le problème avec ça, c'est que passer trop de temps au lit réveillé, c'est vraiment une mauvaise habitude parce qu'on apprend au corps qu'on peut être dans son lit réveillé. Et c'est une question simple de psychologie. Et pour ceux qui ont eu des cours de base de psychologie, le conditionnement pavlovien, le conditionnement, c'est qu'on associe un stimulus à un comportement. Et les problèmes de sommeil, c'est simple, c'est que moi, je dis tout le temps, le cerveau, il est stupide. Il faut lui expliquer les choses. Et le problème avec ça, c'est que si on est dans son lit réveillé, bien, le cerveau, il apprend que bien, le lit, c'est pour faire toutes sortes de choses. Regarder la télé, écouter la musique, placoter, regarder des films, sauf pour dormir. Alors, le fait d'être couché dans son lit est associé à toutes sortes de choses, sauf le fait de dormir. Et si je vais me coucher puis que je reste réveillée dans mon lit puis que je me stresse, que je rumine, je fais tout sauf dormir. Donc, le lit devient associé à toutes sortes de comportements non compatibles avec le fait de dormir. Et ça, on le sait aujourd'hui que c'est associé vraiment avec le maintien de problèmes de sommeil. Donc, il faut briser cette association-là pour plutôt faire le contraire. On va au lit juste quand on est fatigué et on reste au lit juste pour dormir. Donc ça, c'est les principes de base pour des gens qui ont des problèmes de sommeil. Il faut s'assurer qu'on a un environnement qui facilite un bon sommeil. C'est les règles de base d'hygiène d'un bon sommeil. Donc, on veut s'assurer que, par exemple, on dort dans une chambre qui est minimalement silencieuse. C'est sûr que si il y a beaucoup de bruit ambiant, si il y a un chantier de construction actuellement autour de la maison, bien, c'est normal de mal dormir. Ça, c'est clair. La même chose, s'il fait très chaud, s'il y a une canicule, c'est normal, on va mal dormir. Donc, on s'assure d'avoir minimalement de la ventilation. S'il fait trop chaud, on recommande aux gens de dormir au sous-sol ou d'avoir l'air climatisé. Des choses comme ça de base. Donc, effectivement, la première chose que je recommande aux gens qui ne dorment pas bien, je leur pose des questions. C'est quand la dernière fois vous avez changé votre matelas? Est-ce qu'il y a des petits moutons sur vos draps? C'est des questions de base. Donc, est-ce que votre oreiller est confortable? Avez-vous des douleurs quand vous dormez? Parce que quelqu'un qui ne dort pas bien parce qu'il a mal à une hanche ou qu'il a une douleur au dos, à ce moment-là, c'est simple, on diminue ces problèmes-là, puis la personne risque de mieux dormir. Fait que oui, effectivement, c'est pas nécessairement... On ne demande pas aux gens de payer un matelas 3 000 $. On veut juste diminuer les chances que le mauvais sommeil soit dû à des causes environnementales. Donc, on facilite l'environnement. On s'arrange pour que quand on rentre dans la chambre, ça soit un environnement qui va faciliter son sommeil. Donc, les gens qui n'ont pas de rideau, on leur demande de mettre un drap sur la fenêtre, de mettre un ventilateur pour faire un bruit blanc. Donc, faire un petit son de vibration qui va camoufler les bruits environnants. Parce que c'est pas le fait d'avoir un bruit fort qui empêche de dormir, c'est les changements dans le bruit qui peut réveiller la personne. La température, c'est la même chose. On dit qu'on dort bien entre 16 à 19 degrés. Donc, on essaye de maintenir un environnement dans ces eaux-là à peu près pour essayer de faciliter, de donner toutes les chances, dans le fond, à la personne d'avoir un bon sommeil. Puis si, ensuite de ça, quand on a les conditions optimales, il y a encore des problèmes, bien là, on s'attaque au reste du problème. Quand on dit qu'on a un sommeil récupérateur, ça veut dire qu'on se réveille le matin et on dit « Oh mon Dieu, j'ai tellement bien dormi ».
Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Bien, il y a tout l'aspect psychologique associé au sommeil, mais il y a tout l'aspect aussi physique. Est-ce que mon sommeil a permis à mon corps de bien récupérer? Puis ce que la science nous permet de dire, c'est qu'un sommeil qui est récupérateur, c'est un sommeil, dans le fond, qui a été suffisamment long pour pouvoir remplir sa qualité de récupérateur. Donc, qui a été suffisamment long pour la personne, dans le fond, où la personne a assez dormi pour combler son besoin de sommeil à elle, parce que chaque personne a un besoin de sommeil différent, qui peut varier de 5, 6, 7, 8, 9, 10 heures. Mais aussi, ça prend un sommeil qui est consolidé. Ça veut dire ça qui n'a pas été interrompu par plusieurs éveils. On sait qu'en moyenne, une personne va se réveiller 4-5 fois pendant la nuit, mais ce ne sont pas des éveils qui sont conscients. Donc, on va se réveiller seulement pendant quelques secondes, on ne s'en rend pas tout à fait compte, on va se rendormir, on va changer de position, puis on va se rendormir. On n'en a pas tellement conscient. Quand on se réveille, puis on en a conscience, puis là, on se tourne d'un bord, on se tourne de l'autre. Puis là, ça nous prend plusieurs minutes de se rendormir. Puis quand ça dure longtemps, souvent, notre sommeil ne sera pas récupérateur. Alors, si on dort d'une traite notre 6 heures ou notre 7 heures ou notre 8 heures, notre architecture du sommeil nous permet de passer à travers nos différents stades et nous permet d'avoir un sommeil qu'on dit consolidé. Donc, on va passer à travers nos différents stades de sommeil comme il faut, va nous permettre d'avoir du bon sommeil profond dans lequel on va avoir une récupération musculaire, donc toutes nos fonctions somatiques et physiologiques, une activation de notre système immunitaire, la réparation de nos tissus, de nos muscles. Donc, tout ça fait en sorte qu'au niveau physiologique, au niveau du corps, le sommeil va pouvoir atteindre sa fonction de récupérateur et là, on va avoir un sommeil optimal. Il y a des gens qui ne réussissent pas à avoir ça parce qu'ils se couchent trop tôt, ils s'endorment rapidement, mais ce qui se passe, c'est qu'ils vont dormir leurs 6-7 heures. Mais comme ils se sont couchés tôt, ils vont se réveiller souvent pendant la nuit. Mais à ce moment-là, les stades de sommeil vont être plus légers pendant la nuit, ils vont avoir moins de sommeil profond. Donc, à ce moment-là, l'architecture est dérangée. Puis en bout de ligne, leur 8 heures, bien, il a été fait sur 12 heures de temps au lit. Puis c'est un sommeil qui est fragmenté, comme on dit, qui est beaucoup moins récupérateur. Dans les dernières 60 ans, la science nous a permis tranquillement d'en connaître de plus en plus sur les effets du manque de sommeil sur la performance et sur le fonctionnement cognitif. Donc, les fonctions cognitives, c'est ce qu'on appelle, par exemple, la mémoire, l'attention, la concentration et aussi ce qu'on appelle les fonctions mentales supérieures. Et ce qu'on se rend compte, c'est que de plus en plus, on a découvert que quand on manque de sommeil, donc là, je vais prendre la peine de distinguer là, les gens qui ont des problèmes de sommeil, qui sont des insomniaques, c'est une chose. Parce qu'il y a beaucoup d'études qui ont montré que les insomniaques ne présentent pas nécessairement d'impact sur la performance. Ça, c'est une chose. Mais quand on parle de quelqu'un qui va, par exemple, dormir pas beaucoup volontairement, donc qui va réduire son sommeil parce qu'il se couche tard, parce qu'il veut finir de travailler le soir tard, qu'il se couche tôt, donc parce qu'il mène une vie, disons, qui brûle la chandelle par les deux bouts, là, on va dire, donc qui va être en dette de sommeil ou en privation chronique de sommeil, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un effet sur les fonctions cognitives. Donc, effectivement, un sommeil qui est plus raccourci va faire en sorte que la capacité de se concentrer diminue. Donc, la personne, elle est un peu plus somnolente, donc ça affecte sa capacité de se concentrer. Et la capacité de consolider l'information. Donc, tout ce qui est apprentissage de nouvelles informations. Il y a des études qui ont montré, par exemple, chez des étudiants, que si on leur faisait apprendre des choses puis qu'on les privait de sommeil, bien, les résultats, par exemple, à un examen, étaient 25 % plus faibles. Donc, 25 % c'est énorme. C'est la différence entre 100 % un examen versus 75 %. Fait que c'est vraiment énorme. Fait que ça, c'est l'apprentissage de nouvelles informations. L'autre chose aussi qui, à mon avis, ici, est un peu plus intéressant pour vous, c'est que on le sait que dans les fonctions qui seraient les plus sensibles au manque de sommeil, c'est ce qu'on appelle les fonctions mentales supérieures. Et ça, c'est, par exemple, la capacité de planifier, de s'organiser, la capacité de prendre des décisions. Donc, d'analyser une situation rapidement, de gérer des contraintes et de prendre des décisions rapides par rapport à des éléments.
faire de la négociation, par exemple, ou raisonner, faire du raisonnement par rapport à des événements, des situations, et décider, par exemple, rapidement dans une situation, qu'est-ce qui est la solution à un problème, donc la résolution de problème. Ça, ce sont des fonctions qui sont affectées quand on manque de sommeil. Donc, tout ce qui est l'élaboration de stratégies. Alors, quand on est dans une position de gestionnaire ou de prise quand on doit prendre des décisions, puis on manque de sommeil, c'est la première chose qui est affectée. Donc, ça, c'est à retenir. Et le pendant de ça, c'est que quand on manque de sommeil, on est aussi moins bon à gérer ses émotions. Donc, on est beaucoup plus impulsif, on est plus agressif, plus irrité, mais on est moins bon à détecter les émotions chez les autres. Donc, on voit moins bien quand les autres vont pas bien ou ils sont plus irrités ou plus agressifs aussi. Donc, on se retrouve avec un cocktail un petit peu explosif. Et ça, c'est sans compter tous les effets aussi au niveau de la santé. Donc, une privation chronique de sommeil ou une dette chronique de sommeil, c'est associé à une augmentation du risque de développer des troubles anxieux, de développer un épisode dépressif. Et on sait maintenant que c'est associé à la prise de poids, à l'obésité, au diabète. Donc, la liste s'allonge maintenant dangereusement. Il y a des nouvelles découvertes. J'ai assisté à un congrès cet été qui montre des liens maintenant avec le cancer. La question de l'heure, c'est quoi le lien ou les recommandations avec l'utilisation des technologies avant d'aller au lit? Puis ça, je pense que c'est une question qui se pose pour tous les âges. Je vous dirais que la réponse, ça ne fait pas plaisir à personne parce que ce qu'on recommande, en fait, c'est parce que tous ces engins-là vont émettre de la lumière. Et la lumière affecte directement le fonctionnement de l'horloge biologique. On dit que l'horloge biologique va se synchroniser avec la lumière. C'est la lumière qui va dire à l'horloge on est où dans notre journée. Et donc, si on utilise des appareils très proches de l'heure du dodo, ce que ça fait, c'est que ça repousse le fonctionnement, ça va repousser l'horloge biologique. Donc, ça va retarder, ça va comme nous dire, dans le fond, à notre système, « Ah, bien, c'est encore le jour, c'est pas le temps d'aller se coucher. » Donc, ça va un peu dérégler tous nos rythmes biologiques, ça va, chez les personnes qui ont des problèmes de sommeil, ça va amplifier les problèmes de sommeil. Donc, ce qu'on recommande, c'est zéro utilisation, minimum 2 heures avant d'aller au lit. Et ce qu'on sait, c'est que c'est surtout la lumière bleue qui affecte l'horloge biologique. Donc, de plus en plus de compagnies vont essayer de développer des applications qui vont couper la lumière bleue. Fait que c'est sûr et certain que je dirais qu'une des premières choses à faire, c'est d'installer ces applications-là sur les ordinateurs, sur les tablettes. Par contre, les dernières études qui sont sorties là-dessus montrent que c'est pas totalement efficace. Donc, il faut réduire la luminosité. Il faut, par contre, dire que ces recommandations-là sont toujours pour les gens qui ont des problèmes de sommeil. Parce que quelqu'un qui n'a pas de problème de sommeil, qui s'endort bien, qui ne se réveille pas, puis qui se réveille le matin, qui fonctionne bien pendant la journée, bien, cette personne-là, elle peut bien faire ce qu'elle veut parce qu'elle n'a pas de problème. Donc, c'est toujours ça qu'il faut retenir comme information. Pour obtenir un sommeil de bonne qualité, c'est sûr qu'il y a des règles de base à respecter. Puis ici, je dirais aussi que ces règles-là sont applicables chez des gens qui ont un sommeil sensible. Parce que chez quelqu'un qui n'a pas de problème de sommeil, encore là, cette personne-là peut faire ce qu'elle veut. Si elle veut se coucher à des heures impossibles, avoir un sommeil, un horaire instable, c'est correct si cette personne-là s'endort en peu de temps, elle ne se réveille pas la nuit, puis elle se réveille avec le cadran le matin, bien, elle peut bien faire ce qu'elle veut. C'est pareil comme quelqu'un qui est mince puis qui mange des gâteaux 3 fois par jour. Donc, elle ne va pas arrêter de manger du gâteau si, pour elle, ses tests sanguins sont super beaux puis qu'elle est mince. C'est la même chose pour le sommeil. Alors, ces règles de base-là sont pour ceux qui ont de la misère avec leur sommeil. Alors, les règles de base, bien, c'est le plus possible d'avoir une routine. Alors, ce qu'on le sait, c'est que les gens qui ont des problèmes de sommeil, souvent, au niveau des rythmes biologiques, c'est plus fragile. Ces gens-là, justement, quand on change les heures, quand on avance d'1 heure, on recule d'1 heure, c'est difficile pour eux de s'ajuster. C'est difficile, ces gens-là, quand ils vont voyager, des voyages
transatlantique, quand ils ont des changements d'heure, c'est difficile de s'ajuster. Mais c'est la même chose, ces gens-là, ils ont besoin d'avoir un horaire stable. Donc, on va leur dire, levez-vous tous les matins à la même heure, même la fin de semaine. Pas de grasse matinée. Pourquoi? Bien parce que justement, ce que ça crée une instabilité la semaine, la fin de semaine, puis ça, c'est extrêmement difficile pour le système. Donc, on a un horaire stable, un environnement qui facilite le sommeil. Donc, la chambre à coucher, on garde ça aussi pour le sommeil. Et on essaye de conserver le lit que pour dormir. Donc, le lit, c'est réservé pour les activités sexuelles et pour dormir. On lit pas on lit pas dans le lit, on regarde pas des films, donc on sort la télévision de la chambre à coucher, l'ordinateur. On finit pas notre journée sur notre BlackBerry dans le lit. On planifie pas notre semaine dans le lit. On se raconte pas notre journée dans le lit. On fait ça à l'extérieur parce que le lit doit être associé au fait de dormir. Donc, c'est la même chose si on est au lit, puis on dort pas, puis là, on fait juste se stresser. C'est important de comprendre que c'est peut-être pas le moment de dormir, fait qu'on se lève. On sort, on s'en va dans une autre pièce, on s'assoit au salon, on relaxe. Mais là, c'est important de ne pas dormir dans le salon. Il ne faut pas faire de sieste non plus. Ça, c'est un principe qu'il faut comprendre, qu'une sieste, moi, je donne toujours l'exemple, c'est comme un emprunt à la banque. Le sommeil, là, c'est comme un build-up qui se fait pendant la journée. Plus on cumule des heures d'éveil, plus quand on arrive le soir, la pression de dormir est grande. Si pendant la journée, je vais faire une sieste, bien, je diminue cette pression-là quand vient le temps de dormir le soir. C'est comme un emprunt à la banque. Si j'accumule l'argent à la banque, à un moment donné, j'ai un gros pactole. Mais si je fais un emprunt à la banque, bien, j'ai moins d'argent. Bien, c'est la même chose, si je fais une sieste, bien, je m'enlève de la pression le soir. Fait que je suis moins fatiguée, je vais moins bien m'endormir. Fait que le principe de dire « Ah, je vais faire une sieste parce que je suis trop fatiguée, je vais récupérer mon sommeil que j'ai pas eu la nuit d'avant », bien, c'est pas vrai parce que là, la nuit d'après, je vais avoir de la difficulté à m'endormir, puis là, on embarque dans un cercle vicieux. Donc, quand on a des problèmes de sommeil, on évite les siestes au maximum pour garder la pression de sommeil la nuit. Donc, ça aussi, c'est un truc qu'il faut respecter. Fait que je dirais, en général, ça serait les trucs, la routine, pas de sieste, garder le lit pour dormir. Donc, éviter le plus possible aussi de passer trop de temps réveillé au lit, puis avoir des heures de lever le plus régulier possible, puis l'environnement qui facilite le sommeil. Puis le dernier, pas trop de café.